Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un top 5 des généraux ou satrapes ayant combattu Alexandre le Grand. J'avais envie de rendre grâce aux adversaires des Macédoniens, hein, vu qu'on a quand même toujours tendance à étudier cette période sous le prisme d'Alexandre. Alors de fait, hein, je vais mettre de côté les rois qui ont lutté contre Alexandre, à savoir bien sûr Darius III et Poros, roi du Pendjab. Hein. Donc je vais là évoquer essentiellement, il y aura 4 figures perses et également un grec. Alors certains sont connus, peut-être d'autres moins, mais c'est intéressant, c'est des personnages que j'ai eu l'occasion un petit peu d'étudier en refondant dernièrement leur fiche sur Wikipédia. J'ai tout mis ça au propre, en utilisant notamment l'ouvrage de Helmut Eckel, hein, qui est un historien canadien qui a fait une prosopographie des personnages en rapport avec Alexandre le Grand. Hein. Il a vraiment fait le travail, donc j'utilise pas mal ces sources-là, notamment, évidemment je les cite, hein, je les mets en référence, pour les articles Wikipédia. Ceci est dit. Alors, je vais commencer peut-être par le plus connu, mais il a une longue et riche carrière, c'est un personnage intéressant, c'est Memnon de Rhodes. Alors vous situez Rhodes, hein, on est là ici évidemment au sud de l'Anatolie, donc c'est une cité grecque, donc c'est bien un grec, qui est en fait chef de mercenaires grecs au service des souverains achéménides, et il est au départ de la conquête, on va dire, peut-être le meilleur général faisant face aux Macédoniens. Et il a pour frère un dénommé Mentor, qui va mourir avant lui, donc en 340. Et c'est intéressant parce qu'en fait, Memnon donc, et son frère donc, se mettent au service en fait d'un satrape au départ de Phrygie et les Spontiques. Donc on est là, la Phrygie et les Spontiques, un petit peu au nord, on va dire, de l'Ionie. Donc ce satrape qui s'appelle Artabase et qui s'est révolté contre le roi perse Artaxerxès III, donc qui est le prédécesseur de Darius III. Et donc dans le cadre de ces rivalités, on va dire internes aux Achéménides, Artabase en fait épouse la sœur des deux mercenaires, donc qui est une grecque, et Artabase et donc cette Rhodienne, donc de nom inconnu, vont donner naissance à Barsine, qui est la concubine d'Alexandre. Et oui, tout se tient. Bon, parfois un petit peu compliqué, hein. Ami, ennemi, c'est parfois un petit peu opaque. Et donc, en tout cas, pour revenir à Artabase, celui-ci, donc en fait, est vaincu, donc malgré l'aide des frères Memnon et Mentor. Et il va trouver refuge à la cour macédonienne. Donc ça c'est un fait assez connu, dont on a déjà parlé à d'autres occasions. Mais enfin voilà, Artabase et sa famille, ainsi que Memnon, se réfugient pendant une dizaine d'années en Macédoine. Ce qui est d'autant plus étonnant que Memnon va ensuite combattre Alexandre. Mentor, lui d'ailleurs, va s'enfuir en Égypte. Bon, donc en tout cas, retenez, hein, c'est donc un oncle de Barsine, la fameuse. Donc en tout cas, il y a un moment un retour de situation parce qu'en fait Mentor entre au service d'Artaxerxès en Égypte et ce qui permet en fait aux Perses de reprendre pied en Égypte et de chasser le dernier pharaon égyptien qui s'appelle Nectanebo II, qui lui aussi d'ailleurs va trouver refuge auprès de Philippe II. Et donc grâce à ce retournement de situation, Mentor obtient le pardon pour Artabase et son frère Memnon, qui ont le droit, on va dire, de retourner dans l'empire perse. Et avoir aussi dans ce cadre matrimonial, en fait, Mentor épouse sa nièce Barsine. Oui, c'est un peu étonnant parfois. Alors c'est un match qui n'a pas été consommé parce qu'en fait, elle est très très jeune à l'époque. Mais en tout cas, Memnon et Barsine vont ensuite se marier. C'est-à-dire que, voilà, quand Mentor meurt, Barsine épouse son autre oncle et vont donner naissance à une fille qui va épouser plus tard Néarque. Bref. Donc en tout cas, Memnon va être chargé ensuite par Darius III, donc qui vient d'accéder au pouvoir,
de faire face au corps expéditionnaire dirigé par Parménion. Donc on avait vu que Philippe II avait pour projet de libérer les cités grecques d'Anatolie, et qu'il avait envoyé son général Parménion constituer une tête de pont. Sauf que Memnon intervient et repousse Parménion, qui doit se réfugier à Abydos. On est là en 335. Sachant qu'Alexandre ne va pas amener tout de suite des renforts, parce qu'il est occupé face aux Tribales notamment, et aux Illyriens aux frontières nord, et puis ensuite bien sûr face aux Thébains. Donc justement Memnon va jouer en fait la carte de la révolte des cités grecques. Donc on a bien compris qu'il est le principal général de Darius face à Alexandre, alors même qu'il a résidé 10 ans à la cour de Macédoine. Donc c'est tout le sel de l'époque, hein, les retournements d'alliances et de situations. Bref, donc en tout cas, on a vu qu'il avait repris une partie des territoires occupés par Parménion. On est là ici, hein, donc au nord de l'Anatolie, au-delà de l'Hellespont. Et il va susciter donc des révoltes en Grèce, en répandant la rumeur de la mort d'Alexandre, soi-disant face aux Tribales. Et Memnon va donc prendre contact avec le roi de Sparte, Agis III, ainsi qu'avec d'autres cités traditionnellement hostiles aux Macédoniens. Et donc c'est le départ en fait pour la rébellion de Thèbes, qui reçoit la promesse d'aide d'Athènes et de Sparte, sauf que les deux cités vont pas respecter leur promesse, et que la riposte d'Alexandre est impitoyable. Il va à marche forcée en fait quitter l'Illyrie et marcher et prendre Thèbes, hein, qui est rasée. Hein. La ville est d'ailleurs entièrement rasée, à part la maison natale de Pindare, hein, le poète, hein, par égard pour sa réputation. Donc ensuite, Memnon, en fait, une fois qu'Alexandre débarque donc au printemps 334, en fait, comprend que l'armée macédonienne est une redoutable machine de guerre, que l'armée perse n'est pas encore prête, et il propose en fait d'éviter le combat et d'attirer en fait loin à l'intérieur de l'Asie mineure les Macédoniens, en pratiquant également la terre brûlée. Et il est persuadé en fait que les difficultés d'approvisionnement obligeraient l'armée macédonienne à rebrousser chemin. Sauf que les satrapes perses emmenés par Arcitès refusent ce plan. Alors on peut supposer qu'ils pensent pouvoir vaincre facilement les Macédoniens et se couvrir de gloire. Et les satrapes décident d'unir leurs forces et d'arrêter, d'essayer en tout cas d'arrêter les Macédoniens au Granique. Et bien sûr, ils seront vaincu au printemps 334 par l'armée macédonienne. Donc Memnon, lui, parvient à s'échapper donc de la bataille. Hein. Il commandait les mercenaires grecs et il parvient à échapper au massacre. Là, il va tenter plusieurs fois donc de résister à l'avancée d'Alexandre, donc il peut pas sauver Milet, hein, mais il parvient à résister farouchement dans la citadelle d'Halicarnasse, qui finit d'ailleurs par incendier à l'été 334. Donc c'est dans un long siège. Alexandre va réussir à prendre la cité que quelques mois plus tard. Donc il va continuer en fait son avancée à l'intérieur des terres et puis laisser des généraux mener le siège d'Halicarnasse. Enfin en tout cas, Darius III le désigne commandant en chef de ses troupes à l'hiver 334. Donc là, il va s'opposer sur mer à Antipater, donc le régent de Macédoine, et il a pour but en fait de s'emparer des îles Égéennes, donc du nord de la mer Égée, afin de couper les lignes d'approvisionnement autour du détroit de l'Hellespont. Hein. Il considère que c'est le ravitaillement qui est le point faible de l'armée macédonienne. Donc il parvient à prendre différentes îles comme Kos et Chios, et il entreprend le siège de Mytilène. Donc on est là à Lesbos, ici même, sauf qu'il meurt de fièvre au début 333. Et donc sa mort est une aubaine, une excellente nouvelle pour Alexandre, parce que voilà, c'est un général avisé, un bon stratège, et ses successeurs, notamment Autophradatès,
Timondas et Pharnabase, dont on parlera tout de suite après, ne se révèlent pas à sa hauteur. Donc voilà pour Memnon de Rhodes. Alors, on fera plus court pour les suivants, il y a peut-être moins à dire, quoique le suivant est aussi intéressant. Enfin, mine de rien, il y a quand même pas mal de personnages intéressants. Donc là, on a Pharnabase III, que je viens d'évoquer. Alors lui, c'est le fils donc d'Artabase. Donc on a parlé, donc il est Artabase, qui avait, on l'a vu, épousé la sœur de Memnon. Alors c'est Pharnabase III parce qu'il a un illustre aïeul, Pharnabase II, qui était un satrape important, satrape de Phrygie et les Spontiques. Alors donc il va accompagner son père et sa famille dans son exil en Macédoine. Donc il a rencontré le jeune Alexandre. Et au début de la conquête macédonienne, il est l'adjoint de Memnon, en tant que commandant second des Perses en mer Égée. Et donc lorsque Memnon meurt pendant le siège de Mytilène, donc début 333, Pharnabase prend le commandement de la flotte avec pour adjoint Autophradatès. Et ils parviennent à obtenir d'ailleurs que Mytilène renonce à son alliance avec la Macédoine. Donc là, il s'embarque pour la Lycie, il rencontre, ici même au sud de l'Anatolie, il rencontre Timondas, que j'ai cité, mais donc qui est le fils de Mentor, et Timondas qui avait conduit d'ailleurs les mercenaires grecs à Issos. Et donc c'est lui qui confirme en fait que Darius III l'a désigné comme chef de sa flotte. Mais Timondas a un ordre, c'est de ramener auprès du roi perse les mercenaires grecs. Donc là, pour faire court, Pharnabase reprend la stratégie de Memnon, à savoir de couper les bases arrières des Macédoniens en mer Égée. Donc il va prendre différentes îles comme Ténédos, ici en large là, des Dardanelles, et Chios. Il va réussir aussi à établir une position fortifiée autour d'Halicarnasse, ce qui rend le port inaccessible. Et il prend également d'autres îles, comme Samothrace, Sifnos et Andros, et parvient à saisir les navires de ravitaillement grec. Donc il porte quand même un coup sévère au ravitaillement des Macédoniens. D'ailleurs, ça comprend quelques semaines plus tard, Alexandre va licencier l'ensemble de sa flotte. Il comprend que voilà, ça va lui coûter plus que ça peut lui rapporter, et donc il va licencier l'ensemble de sa flotte. Donc là, à Sifnos, Pharnabase rencontre le roi de Sparte, Agis III, qui est anti-macédonien, et c'est là où il reçoit la nouvelle de la défaite perse à Issos. Donc il va laisser son adjoint, c'est Autophradatès, auprès d'Agis, mais celui-ci va faire défection assez rapidement, malgré l'envoi de navires et d'argent, et il navigue jusqu'à Chios, qui s'est rebellé. Alors là, beaucoup de ses troupes l'ont abandonné, sa flotte est très réduite, et il est vaincu par un amiral d'Alexandre, c'est Égélokos, donc c'est juste avant le licenciement de la flotte dont j'ai parlé. Alors, Pharnabase est capturé par les Macédoniens, mais il parvient à s'échapper et à aller jusqu'à Kos. Alors pendant plusieurs années, on perd sa trace, aucune source ne le mentionne ensuite durant les conquêtes macédoniennes. Voilà, il réapparaît en fait dans la vie de Mène de Plutarque, donc à l'année 321, parce qu'en fait, c'est assez étonnant, mais il soutient Mène de Cardia. Alors, Mène de Cardia qui est, on va dire, un stratège au service de Perdiccas, donc contre le parti, on va dire, d'Antipater, autour de la Macédoine. Alors, Mène de Cardia, il avait épousé Artonis, donc la sœur de Pharnabase, lors des noces de Suse. Donc, c'est pas pour rien qu'il le soutient. Donc il prend part à la bataille de l'Hellespont contre Cratère, à la tête des cavaliers orientaux. Et Mène d'ailleurs le place en fait en face du contingent de Cratère, car il préfère ne pas mettre de Macédoniens en face de Cratère, craignant sa popularité auprès des soldats macédoniens. Et Pharnabase reçoit l'ordre d'attaquer rapidement Cratère, afin d'empêcher celui-ci d'envoyer un héros inciter les troupes à faire défection. À savoir que Cratère trouve la mort dès les débuts des combats, sauf que Pharnabase n'est plus ensuite mentionné par les sources. Donc voilà pour Pharnabase, qui est, on va dire, le dernier représentant de ce qu'on appelle les Pharnacides, une longue lignée de satrapes de Phrygie et des Spontiques. Voilà pour Pharnabase. Ensuite, on va parler de Bésos. Alors lui, il est quand même très connu, il est l'assassin de Darius, donc il est un satrape de Bactriane,
Et une fois qu'il a assassiné Darius, il va prendre s'auto-proclamer roi de Perse sous le nom d'Artaxerxès V. Alors, il serait de la même famille que Darius III, peut-être un neveu, peut-être un cousin. Il est fait satrape de Bactriane en 336. Et donc à la bataille de Gaugamel, il commande la redoutable cavalerie de Bactriane, qui est donc sur l'aile gauche de l'armée perse, et elle va faire beaucoup de mal d'ailleurs aux Thessaliens. Donc Bésos parvient à fuir le champ de bataille en compagnie du roi, et ils passent l'hiver ensemble à Ecbatane. Donc par la suite, Darius tente de fuir vers la Bactriane, et là Bésos comprend, en tout cas estime que le roi est faible, et il conspire avec d'autres satrapes, qui est assassiné donc en Médie en juillet 330. Alors on ne sait pas trop si Bésos a agi par ambition personnelle ou si il a une forme de désillusion et considère qu'en fait il serait un meilleur roi pour, on va dire, faire face à l'invasion de l'armée, enfin en tout cas de la Perse par l'armée macédonienne. Donc là il va prendre le titre d'Artaxerxès V, alors il paraît légitime car il appartient à la lignée successorale au trône de Perse. Mais bon, néanmoins, il n'a qu'un pouvoir tout à fait, on va dire, hypothétique, et Alexandre est bien décidé à poursuivre l'usurpateur. Donc là, Bésos choisit de se réfugier en Bactriane, donc on est là aux confins de l'Afghanistan actuel, donc contraignant Alexandre à déplacer ses forces pour réprimer le soulèvement de la Bactriane en 329. Donc là, Bésos, face à l'avancée d'Alexandre, fuit vers l'est pour rejoindre l'Oxus, qui est appelé la Moudaria par en tout cas actuellement, cependant que sa cavalerie déserte en masse, et Alexandre va envoyer donc Ptolémée en avant-garde, afin donc de partir à la poursuite de Bésos. Et là, plusieurs de ses officiers, de peur d'être tués face aux Macédoniens, livrent Bésos à Ptolémée. Et donc là, Ptolémée a reçu des ordres très précis d'Alexandre en cas de capture. Il fait mettre Bésos nu sur un pieu, humiliation publique, tandis que l'armée macédonienne marche au pas. Donc ensuite, il est amené auprès d'Alexandre, là, Alexandre le questionne, pour savoir les raisons qui l'ont poussé à trahir Darius, et Bésos répond que la noblesse perse a convenu de détrôner ce roi qui semblait faible et hésitant. Et Alexandre va alors ordonner qu'il soit fouetté, puis amené à Bactre, et ensuite à Hamadan, pour être jugé. Et là, selon la coutume perse, une coutume pour châtier les rebelles et les régicides, son nez et ses lobes d'oreilles sont coupés. C'est aussi le cas d'autres satrapes qui se sont rebellés. Alors, Quincurse écrit qu'il a ensuite été crucifié à l'endroit où Darius était tué. Arien dit qu'il a été torturé à mort, décapité à Ecbatane. Plutarque, lui, affirme qu'il a été écartelé. Bon, selon une méthode perse des plus cruelles, il est lié à 4 arbres, pliés les uns vers les autres, et les arbres sont ensuite relâchés. Donc quoi qu'il en soit, il est mort dans d'atroces souffrances, Bésos. Alors, personnage suivant, c'est Ariobarzane ou Ariobarzanes, donc les inscriptions sont différentes, c'est parfois un petit peu au feeling pour les non-perses. Alors lui, c'est intéressant parce qu'il est passé dans la postérité au point qu'il y a une statue en Iran, une statue moderne d'Ariobarzane. Et oui. Alors, il appartient en fait à une famille aristocratique qui règne probablement en Cappadoce ou en Phrygie lespontique, plutôt en Cappadoce. Alors, on l'a parfois identifié qu'Artabase, avec un fils d'Artabase, mais bon, avec Pharnabase dont j'ai parlé, mais c'est pas le même.
Donc en tout cas, à la bataille de Gaugamel, il commande un contingent de Perses et de Mardes, et après la défaite, il se retire dans sa satrapie, donc la satrapie de Perside, je vais pas citer. Donc la Perside, c'est, on va dire, la région historique de la Perse, donc on parle de la Perse, mais pour être clair, la satrapie, qu'on appelle Fars aussi en persan, on dira plutôt la Perside. Et là, il est chargé par Darius III de bloquer le passage à Alexandre dans les monts Zagros. Donc on est là ici avant Persépolis, et il va opposer une très vive résistance aux portes persiques. Donc une bataille méconnue mais qui est intéressante. D'ailleurs, c'est le barreau d'honneur des Perses. Voilà, les Perses sont dans un étroit défilé. Donc j'ai déjà évoqué cette bataille dans une vidéo, donc je vais faire court. Mais en tout cas, c'est un petit peu, on va dire, les Thermopyles à l'envers, parce qu'Alexandre parvient à vaincre les Perses en les encerclant, en prenant un étroit défilé. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a la propre sœur d'Ariobarzane, qui s'appelle Yutab, qui aurait participé au combat. Donc en tout cas, les Perses sont finalement battus aux portes persiques, et Ariobarzane parvient à s'enfuir avec quelques cavaliers. Alors il y a une autre tradition qui stipule qu'il aurait été tué pendant les combats, mais bon, d'après Arrien et Quinctius, il a réussi à s'échapper. Et il parvient à revenir à Persépolis, mais il se voit interdire l'entrée de la ville, et en 330, il meurt dans une bataille contre les Macédoniens. Donc en tout cas, Alexandre le remplace à son poste par un autre Perse, c'est Phrasa Orthès. Donc voilà, je vais pas trop insister sur Ariobarzane parce qu'on peut l'étudier par rapport à d'autres vidéos que j'ai pu faire. Je vous renvoie à la bataille des portes persiques, donc barreau d'honneur des Perses, bataille un petit peu oubliée mais intéressante. Et je vous dis, il y a sa statue qui trône dans la ville de Yazov en Iran, donc qui rappelle, on va dire, la résistance ultime des Perses. Alors, je terminerai avec Spitamenès, donc qui lui est un satrape également. Alors, d'origine iranienne ou sogdienne, c'est pas forcément très très clair. Et donc c'est un partisan et un ami proche de Bézos, dont on a parlé évidemment tout à l'heure. Alors on pense qu'il n'a pas participé à la bataille de Gaugamel, et il rejoint en fait Bézos qu'une fois à Bactre. Et il l'accompagne ensuite vers l'Amou Daria, jusqu'en Sogdiane, où c'est là où ils veulent mener la résistance, où ils veulent attirer, on va dire, l'armée macédonienne. Alors, Spitamenès, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est lui qui va livrer Bézos aux Macédoniens, n'est-ce pas, avec la complicité d'un autre satrape qui s'appelle Oxyartès, qui est ni plus ni moins que le père de Roxane. Alors, en fait, c'est intéressant parce que Spitamenès considère qu'il est plus légitime que Bézos pour mener la résistance. En fait, c'est un geste qui n'est pas destiné à s'attirer les bonnes grâces d'Alexandre, parce qu'au contraire, en fait, Spitamenès va prendre la résistance des peuples de Sogdiane et de Bactriane, en ralliant en particulier les Sakas et les Massagètes, donc qui sont des peuples apparentés aux Scythes. Donc il va assiéger Samarcande, capitale de la Sogdiane, tandis qu'en même temps, Alexandre est occupé plus au nord contre les Scythes. Et là, il va infliger une très grave défaite à un contingent macédonien donc envoyé par Alexandre. C'est la bataille du Polytémète. Je l'ai déjà évoqué d'ailleurs dans une vidéo précédente où je parlais de 7 faits méconnus par rapport à Alexandre, sachant qu'en fait, Alexandre va cacher la défaite à son armée, où on a plusieurs milliers de soldats ou de mercenaires qui sont tués par les archers montés scythes. On est là, non loin donc au nord de Samarcande. Donc ensuite, il s'attaque à la Bactriane, d'où il finit par être chassé par Coenos, donc qui est envoyé par Alexandre, qui le défait. Alors là, les Massagètes sont inquiets en fait de la situation parce que Alexandre a vaincu ici même, on voit là Alexandre Escaté, Alexandre de la Lointaine, il a vaincu la cavalerie, en tout cas il a fait une démonstration de force face aux Scythes, et il a réussi à faire un traité de paix. Et donc là, les Massagètes sont inquiets de la réaction d'Alexandre dans leur pays, et sachant qu'Alexandre a pacifié avec énormément de brutalité la Sogdiane, dont d'ailleurs une grande partie de la population masculine a été tuée, donc après la défaite dont j'ai parlé du Polytémète. Et donc là, les Massagètes préfèrent trahir
Spitamenès et porte sa tête à Alexandre. Voilà. Pour ces 5 grands personnages, alors on remarquera que les 3 derniers ont eu quand même un destin assez cruel. Voilà, donc ils représentent, on va dire, l'âme de la résistance. Et c'est vrai qu'ils ont, pour certains, été de bien meilleurs stratèges qu'a pu être, par exemple, Darius III, qui s'est laissé battre dans 2 grandes batailles rangées, alors que d'autres lui conseillaient plutôt, comme Memnon, on l'a vu, une politique de la terre brûlée et d'épuiser l'armée macédonienne à l'intérieur des terres. Voilà, je voulais rendre grâce un petit peu à ces adversaires d'Alexandre le Grand. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.